Ils sont déjà là, nos invités au pas de course. C'est ce que mon équipe fait d'ailleurs tout le matin pour les avoir. Amagos Noua Sadio, Sénégalais vivant au Cameroun depuis des lustres. D'ailleurs, pays qu'il aime et qu'il adore, il faut le préciser. Noua Sadio, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je suis très ravi d'être parmi vous. Nous également, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin sur notre plateau, malgré que nous savons que vous êtes en plein jeûne du mois de Ramadan. En tout cas, beaucoup de courage et surtout, qu'Allah vous protège et qu'il vous garde. Et patient pas fin d'homme, bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Steve, bonjour à toute la grande famille d'UBS La Matinale. Et merci une fois de plus d'être votre invité. Et justement, Dr Yamb Timba Dominique est là également ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngoss. Messieurs, le sujet de ce matin, nous allons parler justement du Covid Organics. L'Union africaine est en discussion avec la République de Madagascar en vue d'obtenir des données techniques concernant la sûreté et l'efficacité du Covid Organics. Il s'agit, il faut le dire comme ça, d'un remède à base de plantes récemment annoncé, découvert en tout cas par Madagascar pour la prévention et le traitement du coronavirus. Selon un communiqué de l'Union africaine publié le 4 mai dernier, c'est-à-dire il y a encore quelques jours, la commissaire aux affaires sociales Amira El Fadil a organisé une réunion avec le chargé d'affaires de la République de Madagascar, Eric Randrianantoandro, le 30 avril. Au cours, bien sûr, des échanges, il a été convenu que Madagascar fournirait à l'Union africaine les informations détaillées nécessaires concernant le Covid Organics. Une fois les détails fournis, l'Union africaine, par le biais du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, en abrégé CDC Afrique, examinera les données scientifiques recueillies jusqu'à présent sur la sûreté et l'efficacité des matières organiques pour le Covid-19, informe d'ailleurs le communiqué de l'Union africaine. Cet examen sera basé sur les normes techniques et éthiques mondiales pour recueillir les preuves scientifiques nécessaires concernant les performances du médicament. En tout cas, c'est ce que déclare le communiqué de l'Union africaine qui a besoin d'en savoir en tout cas un peu plus sur le Covid Organics. Dr Yamb, votre réaction? Perplexe. On dirait... Enfin, imaginez l'ONU en train de dire, c'est-à-dire que l'ONU vient et puis dit, demande à un pays de lui fournir des données techniques sur, je ne sais pas moi, ses centrales nucléaires ou sur un nouvel avion, une fusée ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des façons de procéder qui ne sont pas correctes et qui montrent clairement qu'il y a des pressions invisibles, des mains invisibles qui poussent les gens à agir d'une certaine façon. Je crois que le processus... J'ai été secrétaire général de la Société camerounaise de bioéthique. Donc, en matière de conduite des expérimentations biomédicales, je maîtrise parfaitement la procédure. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, quand vous parlez de CDC, ce centre de contrôle, c'est en réalité une structure américaine qui existe, qui s'appelle le CDC, USA, et qui a donc des démembrements à travers le monde. À l'aide justement de l'Union africaine. Donc, en réalité, ce que l'Union africaine est en train de dire, c'est que Madagascar, vous nous donnez ce que vous avez fait et nous le remettons aux Américains. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a quand même là quelque chose de terrible. Alors, Madagascar a un institut de recherche médicale appliquée. Donc, comme n'importe quel autre laboratoire dans le monde, ce laboratoire qui est homologué parmi les laboratoires du monde peut établir que tel produit ou tel autre respecte ou non les normes de sécurité, les normes standards de sécurité qui sont généralement acceptées dans le monde. Parce qu'il faut en même temps dire une chose. En matière de standards, il y a deux ou trois choses. Vous avez... Les normes ne sont pas nécessairement acceptées par tout le monde. C'est une profession ou un groupe qui établit ses propres normes. Ils disent, nous entendons sur telle chose. C'est ça qu'on appelle une norme. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les conventions scientifiques. Les scientifiques disent sur telle question, voici pour le moment le référentiel qui nous permet de juger de la véracité ou non de telle ou telle chose. Et c'est pour ça qu'il y a des principes qui permettent de vérifier un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande à Madagascar me semble être de la pression politique pure et simple. Ce qu'il faudrait peut-être faire, et Madagascar l'a dit dès le premier jour, nous ne disons pas que c'est une panacée. Nous disons que nous avons quelque chose qui marche.
Mais nous allons continuer à faire des recherches, à faire des tests pour affiner, pour améliorer le produit et nous assurer qu'il sera absolument, qu'il va atteindre un niveau de sûreté sanitaire qui sera suffisant. Mais pour le moment, c'est un produit qui marche. Parce que le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est qu'on a un virus. Ce virus-là, on a un premier séquençage de son génome qui a été fait par les Chinois. Je crois qu'ils ont livré les résultats en février. Et il y a d'autres aujourd'hui, d'ailleurs, qui viennent juste d'achever le séquençage, mais qui se présentent au monde comme s'ils sont les premiers à l'avoir fait. Bon, on a vu le cas également hier à la télévision avec l'Union européenne. Les Chinois et les Cubains avaient fait ce séquençage et ils ont présenté les résultats en février déjà. Donc, mais aujourd'hui, certains disent qu'ils sont les premiers dans le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, on est au début de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, au fond, la seule approche médicale efficace, c'est l'approche si vous voulez, c'est l'approche de prise en charge des symptômes. Vous avez présenté un certain nombre de symptômes, on essaie simplement de les calmer parce qu'il n'y a aucun médicament qui soit là. Madagascar n'a jamais dit que son médicament absolu. Il dit c'est préventif et curatif. Parce que le principe, c'est qu'au moins on connaît les différents symptômes. Et donc, si le Covid Organics permet de faire chuter ces symptômes-là et donc d'avoir une charge virale moindre, eh ben, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, ce qu'on est en train de demander à Madagascar me semble être délicat. Oui. Parce que c'est comme si on leur volait, c'est du vol, on leur extorquait en réalité à travers une certaine intimidation ce qu'ils ont pu avoir et qui semble aujourd'hui en réalité avoir de l'impact et être quelque chose de sérieux. 20 pays africains se sont déjà approvisionnés, les résultats sont là. Dans tous les cas, en matière scientifique, l'expérimentation est la base, c'est-à-dire donc l'expérience, c'est-à-dire ce que vous retirez comme connaissance du fait de la confrontation avec la réalité. Donc là, il y a 20 pays qui ont acheté cela et on commence à avoir les premiers résultats, donc c'est du sérieux. Au lieu que l'Union africaine se batte pour un brevet malgache, parce qu'après, les autres, tout le temps, le problème, c'est qu'on est en train de copier nos brevets, on est en train de copier nos inventions. Il faut absolument que les tribunaux sévissent. Oui. Au lieu de protéger Madagascar, demande à Madagascar de lui fournir le fruit de son travail et que ça devienne l'affaire de tout le monde. Pendant que le sida tue 35 millions d'Africains, vous avez vu l'Union africaine aller demander à ceux qui fabriquent les antirétroviraux de les mettre à la disposition des Africains? Mais il faut quand même aller demander à Madagascar qui a trouvé quelque chose de remettre toutes les données scientifiques pour qu'on les remette au centre de contrôle des maladies des États-Unis. Enfin. Passons parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire. Où était passé le Centre africain de contrôle de prévention des maladies? Parce qu'à un moment donné, elle surgit subitement comme ça pour parler de Madagascar. Je vais parler comme mes parents parlaient avant, quand quelque chose leur semblait complètement dépassé. Ils disaient, ça c'est du délangué appel à mort. Bon, je ne sais pas très bien. Docteur Délangué. C'est du délangué appel à mort. Il faut signaler que Docteur Délangué a été tué. Voilà, le Docteur Délangué avec son ami Mpuma ont été assassinés, malheureusement, dans la zone, l'ancienne Sandaga maritime qu'on l'appelait, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils voulaient se présenter aux élections, etc. etc. Bon, passons. Donc, je commençais par cette petite boutade pour dire, mais Madagascar est en train de vaincre cette affaire-là. C'est de délanguer appel à mort. Maintenant, à quoi sert tout ce cinéma? Que faisait ce centre avant depuis? On ne sait pas. Que fait l'Union africaine dans la construction d'un véritable centre de recherche, d'homologation, de tout ce qui nous tombe dessus, comme vaccin, comme sérum, comme médicaments qui viennent de gauche à droite, et avec souvent des résultats approximatifs, mais dont le coût est exorbitant, qui permet d'enrichir ces firmes pharmaceutiques. Que fait l'Union africaine? Quoi? Toutes ces tentatives d'expérimentation des vaccins, de ci et de ça, jusqu'à ce que ça crée des dégâts pas possibles. Vous vous souvenez du cas de Nigeria, avec des enfants qui sont devenus handicapés à vie, etc., etc. Que fait l'Union africaine? Donc, pour rejoindre un peu Dr Diamtimba, j'ai l'impression que nous sommes face à un complot. Et comme la plupart de nos États, et on va revenir sur cette question de nos États, qui sont faibles, qui sont très petits, qui n'ont pas assez de personnalité pour dire non
Non. À certaines, comment on dit ça, gros comme les États-Unis, l'Union européenne, etc., ils sont non sensibles. Parce qu'il y a des images pour montrer cette faiblesse de l'Union africaine. Vous vous souvenez, on ne s'éloigne pas du thème, mais c'est pour mieux expliquer la faiblesse. Oui. Madame Hillary Clinton débarque au siège de l'Union africaine en Éthiopie, à Addis Abeba précisément, et fait un discours dans lequel elle demande aux chefs d'État réunis d'abandonner Kadhafi. Il dit, ce type-là, il faut le laisser tomber. Il faut qu'il dégage par tous les moyens. Les chefs d'État, aucun n'a osé lever le petit doigt et dire, mais madame, honnêtement, mais de quoi je me mêle? Est-ce que nous pouvons, nous, avec la gestion catastrophique de M. Trump actuellement, dans son propre pays par rapport à cette maladie, est-ce que l'Union africaine peut tenter de dire seulement que non, un chef d'État, l'Union africaine c'est gros, dit que M. Trump, est-ce que le Sénat des États-Unis ne pouvait pas débarquer cet idiot? Qui? Donc ça pose la question de la force. Tant que nous ne sommes pas forts, on va continuer de subir. Et là, cette humiliation qu'on impose à Madagascar par le biais d'une institution de l'Union africaine, en fait, c'est une humiliation qu'on est en train de poser à toute la communauté africaine. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut vous dire tout simplement, non, vous n'êtes pas encore assez grand, vous n'êtes pas encore assez qualifié pour apporter des révolutions médicales de ce niveau. C'est pas possible. Donc, c'est des balivernes que vous vendez de n'importe quoi aux gens. Bon, mais quand vous insistez, ramenez-nous dans le fruit de vos recherches ici, et non, c'est nous qui allons donc dire oui ou non, si cette panacée est une bonne chose pour l'être humain ou non. En fait, au-delà de ça, il y a aussi un volet, j'ai dit, d'ordre économique. Vous voyez ce que c'est cette affaire-là, si finalement tous les pays africains, ne serait-ce que ça, à ce niveau, décident d'acheter le Covid organisme. 20 pays l'ont déjà acheté, par ailleurs. Vous imaginez? C'est déjà 20 pays. Les films pharmaceutiques, ça va être la bérésina totale. Et au niveau de Madagascar, ça va lui permettre de relancer un secteur économique aussi important que celui, par exemple, de l'économie des médicaments, n'est-ce pas? Et on ne sait pas ce que ça peut donner après. Je vous rappelle, vous vous souvenez, pendant la guerre du Biafra, l'une des mesures de rétorsion des chimistes nigérians, c'était de dire aux Anglais, vous avez à choisir. Si vous ne venez pas avec nous, et vous tentez d'aller du côté des Biafrais, nous avons quelques expériences chimiques, parce qu'on travaille chez vous, de quelques produits qui marchent très bien en Afrique. Nous allons les chez nous. Et parmi lesquels il y avait un super savon. Vous vous souvenez de ce savon? Et ils l'ont fait. Quel savon? Oui. Et ils l'ont fait. Les chimistes anglais ont dit à leur chef d'État, à leur gouvernement, attention, les gars là, ils peuvent nous faire très mal, il faut faire attention, laissons tomber l'affaire là, n'hésitons même pas. Donc, je continue de dire, tant que nous ne serons pas dans la construction d'une force, avec une voix qui compte, et c'est sur le gâteau, on regarde l'Afrique n'a pas de voix forte, n'a plus de voix forte. Depuis que les vraies voix fortes sont parties, avec une affaire pareille, personne ne prend le devant pour dire, arrêtez-moi ce cinéma-là. Laissez Madagascar tranquille, aidez plutôt Madagascar, comme l'a dit Yam, à continuer les recherches pour améliorer la qualité de son produit, pour que ce produit soit mis à disposition de tous. Alors, et pour comprendre le sens de cette affaire-là, vous avez eu l'information. Oui. Le président tanzanien récemment, je crois il y a 2-3 jours, Magufuli. John Magufuli, oui. Mais il a jeté un pavé dans la mare dont personne n'en parle. On leur a offert des machines, des trucs, des tests gratuitement par un pays tiers qui vient là-bas en haut. Et, curieusement, tous les tests étaient positifs. Ils ont dit, cette affaire, c'est pas possible. Ça veut dire que tout notre pays est contaminé. Malins comme ils ont donc dit, non, on va introduire autre chose. Ils ont fait tester, par exemple, les papayers, les chèvres, mais tout était positif. Même les papayers étaient positifs au Covid. C'est quoi cette histoire? Donc, c'est pour dire qu'au-delà, ça s'appelle une boutade, on peut blaguer, mais c'est au-delà de ça, il y a des enjeux. Oui. Il y a des enjeux. Et ces enjeux sont tels que nous n'avons pas, au niveau de l'Union africaine, encore des institutions assez fortes. J'en parle souvent au niveau du poste de président de la Commission de l'Union africaine. J'ai dit, c'est une coquille vide. Le gars n'est qu'au pouvoir.
il faut qu'on donne de véritables pouvoirs à ces institutions. Mais pour que cela soit possible, il faut déjà que nos États soient des États où les gens acceptent le minimum de ce que c'est la démocratie. Donc, tout ça est lié. Madagascar est la victime de la faiblesse de l'Afrique. Tant que l'Afrique va continuer à être faible comme ça, chaque fois que d'un parmi nous va essayer de sortir la tête de l'eau, on va lui rappeler rapidement et violemment qu'il n'a pas le droit de venir jouer dans la cour de grand. Parce qu'avec cette innovation, qu'est-ce que Madagascar fait? Ils tentent de jouer dans la cour de grand, et pour eux, c'est inacceptable. Vous voyez que déjà, entre eux, n'est-ce pas, le séquençage de génome, comment les bagarres sont terribles. Cuba et la Chine ont déjà découvert, mais ceux qui veulent découvrir donnent l'impression que c'est eux enfin qui ont découvert. On commence à faire justement une propagande autour du fait que c'est eux qui ont découvert cela. Oui. Cette affaire-là nous renvoie l'image de ce que nous sommes réellement sur la scène internationale et mondiale. Donc, on aurait souhaité avoir des chefs d'État au-delà de ça, mais surtout des chefs d'État qui prennent la parole pour dire laissez Madagascar tranquille. Laissez Madagascar tranquille. On assiste plutôt au mutisme de tous ces chefs d'État. Pourtant, il y a 20 d'entre eux qui ont déjà accepté justement. Alors, parce que de toute façon, Steve Goss, quand je prends mon loom à la maison avant de venir sur votre plateau, je ne demande pas l'autorisation de qui que ce soit, ni à l'OMS, ni à une firme pharmaceutique quelconque. Mais moi, je sais que ce loom-là, pour moi, il agit et il m'apporte beaucoup de bienfaits. Donc, il faut vraiment que les Africains apprennent à mieux s'organiser pour jouer dans la cour des grands. Parce que, je vous ai dit, c'est le premier coup de sémence. Il y a encore des trucs aussi graves que le coronavirus, sinon plus que ça, qui vont arriver. S'ils ne sont pas en capacité aujourd'hui de commencer à nous organiser de telle manière que nous puissions affronter, n'est-ce pas, ces brimades, parce que en fait pour moi c'est des brimades qu'on inflige à Madagascar. Ce type de brimades-là, je crois qu'on aura tout perdu. On va décourager ceux comme ce jeune président qui ont pris le risque. Parce que le jour où je vous ai dit, ce n'est pas seulement une question qu'on a demandé à ce jeune président de commencer à continuer cet effort, mais surtout, sa sécurité est déjà mise en danger, sur tous les plans. Elle sera mise en danger sur le plan économique et même sur le plan sécuritaire. Parce que certains guichets internationaux, autant pour moi, vont être fermés à Madagascar progressivement. Et plus grave, si on se rend compte qu'il a son peuple et son armée derrière lui, ne vous étonnez pas que vous voyez les tentatives de coups d'État bizarres qui commencent à surgir de partout. Voilà. Père Sadio, vous qui êtes toujours sur la scène africaine, les pères fondateurs de l'OUA, il faut le dire comme ça, l'Organisation de l'Unité africaine, voulaient l'unité de l'Afrique. Plus tard, il y a encore quelques années, aujourd'hui, on nous a parlé de l'Union africaine. Normalement, c'est l'unité de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que cette Union africaine désunit plutôt les Africains. C'est le cas de Madagascar. Merci beaucoup. Et je suis très ravi de trouver Dr Ria. Ça, c'est mon petit frère que j'adore. Parfait. Vous savez que nous intervenons ensemble dans des chaînes autres que d'IBS qui est en train de prendre le flambeau. C'est bien. Bon, cette histoire de coronavirus avec Madagascar, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais dans un cirque espagnol. Un jour, on a un Espagnol au Cameroun, au Cameroun, qui se réveille, tout est jaune ici. Les yeux sont jaunes comme il n'y avait pas. Le patron, il panique. Il ne veut pas que quelqu'un l'approche. En blanc, il ne veut pas que quelqu'un parle avec lui. C'était la jaunisse. Il s'appelait Paco. Je crois que parmi eux, il y en a qui vivent, même si nous, on a échappé un peu, on attend. Parce que ce garçon, tout le monde lui prédisait la mort. Parce qu'il a la jaunisse. Et chez les Blancs, quand tu as la jaunisse, personne ne t'approche. Personne ne t'approche, parce que c'est la mort. Pour eux. Oui. Moi, je me réveille, comme ma tante, je me rappelais, avait un remède. Ce remède, quand tu bois ça, tu pisses tout, ou tu vomis, ou tu fais la diarrhée, et tu guéris la jaunisse. Donc les Africains, merci mes frères, on nous a toujours minimisé ce effet. Mais je l'ai dit dans une télé, sœur,
que les Africains peuvent s'en sortir avec cette affaire. Comment il s'appelle? Le président malgache, comme il était dit... André Rajoelina, oui. Comme il était dit, et qui, lui-même, il a bu devant les gens se remettre. Et ce que vous dites là est tellement important. Si les Africains commettent la bêtise de laisser qu'on récupère cette affaire, vraiment, nous sommes des feuilles de paille. Pourquoi? Eux, ils ont créé des laboratoires, ils nous vendent des remèdes. Et jusqu'ici, ils n'ont pas fini avec le sida. Ils veulent barrer ce monsieur avec sa découverte. C'est terrible. Donc, les présidents africains, je crois que c'est triste. C'est triste. Ils ne savent même pas défendre l'intérêt de l'Afrique. Ce qu'il a dit, comment il s'appelle? C'est qui, Clinton ou comment là? Hillary Clinton. C'est lui qui est venu dire que Kadhafi, c'est ça? Oui. C'est abominable. Comment vous pouvez dire de se méfier de quelqu'un? Pourquoi? C'est un Africain, il a dit que... Voilà, maintenant Trump. Vous avez donné un bon exemple. Trump fait à sa tête ce qu'il veut. Et personne ne lui dit jamais rien. Personne ne lui dit jamais. J'ai dit, ce garçon, je vois des feuilles vers Mora, on me les a amenées. Parce qu'il y en a à Mora, toute la brousse là a ces arbres. Je prends ces arbres. Je prends les feuilles, les plus jeunes feuilles. Hein. Oui. On me les boue, je dis pas qu'au Benaki. C'est-à-dire, Benaki, ça veut dire, viens ici. Oui. Je commence à lui donner des verres, il boit chaque matin. Le patron voit que la jaunisse est en train de s'améliorer parce que les Africains soignent la jaunisse. Au Cameroun, il y a des remèdes. On soigne tous les jours. Il y a des choses que le Cameroun soigne ici. Moi, j'étais très malade. Les Camerounais m'ont soigné avec les remèdes. Chez les Bamoun, là-bas, vers les... à l'hôpital, à Boya, on m'a soigné aussi. J'ai retrouvé ma santé. Je remercie Dieu et je remercie les Camerounais. Tu te souviens? Je le disais tous les jours. Alors, ce garçon boit ce remède. Tu sais ce qu'il a dit quand il est guéri? Il me dit, Sadio, moi, ne plus vomiter. C'est comme ça qu'il parlait en mauvais fois. Moi, vomiter, c'est fini. Toi, salaire pour moi, c'est pour toi maintenant. J'ai dit, non, pourquoi? C'est ma tante qui m'a montré ce remède et ça soigne. Savez-vous, les Blancs, Paco, avec le patron Eduardo, dis-lui ça. Vous croyez que vous avez le monopole de la science. Vous ne l'avez pas. Nous avons nos connaissances. Mais comme nous dormons, et nous ne voulons pas appliquer ce qu'on a appris, c'est dommage. Mais tu vas guérir. Et comme il dit qu'on t'abandonne, là, on ne t'abandonnera pas. Hein. Ce n'est pas ici qu'on va t'enterrer, tu vas guérir. Et le garçon est guéri, il était costaud, travailleur. Quand tu sortais quand vous sortiez, après le cirque, quand on démontait la case, mais c'était le plus rapide, il démontait ça comme un animal. Il a repris le travail. Le patron m'appelle, il me dit, comment tu t'es qui? J'ai dit, bon, mais nous aussi, nous avons nos connaissances et je ne vous dirai pas. Moi, je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai absolument rien, M. Eduardo. Je me dis, bon, la fin du mois, si tu trouves une amélioration. Ce que je vous dis, c'est une réalité. Et ceux qui ont travaillé avec nous, il y avait un Bamniké qui était avec nous, Gabriel. S'il m'écoute ce matin, il vous dira que c'est vrai. Ce garçon est guéri. J'ai appliqué ce que ma tante nous donnait, parce que la jaunisse, c'est une maladie qui... Ouais, oui, dans justement. Les zones du Sahel et tout ça. Et il est guéri. Il est guéri. Ces arbres poussaient au Cameroun, ça pousse au Tchad, ça pousse au Sénégal, ça pousse partout. Nous avons des remèdes qui peuvent soigner ce corona. Angie, quand je l'ai vu boire, moi un jour, je partais couper le carême quelque part, chez un ami, écoutez-moi la publicité. Ils m'ont donné un verre, ils me disent que c'est le remède du Madagascar, là dont on parle. J'ai dit, ah bon, ils me disent oui. L'Artémisia, on a d'ailleurs, il faut le dire, un spécialiste, Paul-Henri Azébazé, qui sera là d'ailleurs ce matin pour nous en parler encore une nouvelle fois. Justement, docteur Yam, jusqu'à preuve de contraire, les Africains ont la connaissance, les Africains ont également la science. Ils ont appris les choses, en tout cas des ancêtres. Il suffit juste de tourner le dos derrière la maison, on prend une herbe, n'importe quoi, tout de suite on boit et on est guéri. D'ailleurs, vous avez souligné au cours de cette semaine deux termes, vous pouvez passer en parfum d'homme, soigner et guérir.
absolument. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Il y a une différence entre les deux. La médecine conventionnelle soigne, la médecine traditionnelle africaine, en tout cas, elle guérit. Oui. Vous prenez, quand on vous offre une solution, elle vous guérit. Ça veut dire que vraiment, la maladie, elle est complètement nettoyée. Et ce qui est donné est donné avec toute la charge de la nature. C'est pour ça que on ne transforme pas nécessairement. Oui. Ou c'est une transformation relativement faible qui permet de maintenir toutes les propriétés naturelles. Il y a aujourd'hui un grand débat sur le fait que, par exemple, pour avoir un comprimé d'artémisine, dont le principe actif de l'artémisia, qui a été isolé par une chinoise qui a d'ailleurs eu le prix Nobel de médecine pour cela, pour avoir 500 mg, dont l'équivalent du comprimé, il faudrait que vous puissiez boire l'équivalent de 50 litres de thé d'artémisia. Et beaucoup d'intellectuels africains que je vois, et que j'entends dire des choses ou que je lis, disent oui, mais dans ce cas, après en réalité, boire du thé d'artémisia n'est pas efficace. Bon, c'est là que je posais la question dernièrement de savoir, en réalité, le problème de fond, c'est ce que nous entendons par la santé. Qu'est-ce que nous entendons par la santé? Est-ce qu'il vaut mieux que j'attende le jour où j'ai une crise, je fais une crise de paludisme et prendre 2-3 comprimés, ou est-ce qu'il vaut mieux prendre tous les matins ma petite tasse de thé d'artémisia? Parce qu'au fond, on ne demande à personne de s'asseoir et de boire 50 litres d'artémisia tout d'un coup. Sauf que les 50 litres, vous pouvez les boire en 200 jours. Ouais. C'est-à-dire une petite tasse tous les jours, une petite tasse tous les jours, avec l'avantage que vous avez donc un effet de réduction, ou disons un effet de contrôle de votre charge virale ou bactérienne quotidien, qui fait que vous n'avez pas le choc que provoque le comprimé au moment où vous faites la crise. Donc, il y a toutes ces choses-là, il y a toute cette différence d'approche qui fait que, malheureusement, quelquefois, vous écoutez les gens et vous vous demandez, mais pourquoi ils ne prennent jamais le temps d'écouter les Africains? Pourquoi ils pensent toujours qu'ils doivent vouloir nous expliquer le monde africain avec la vision européenne ou occidentale? Mais écoutez les Africains vous expliquer leur monde. Ils ont leur monde à eux. Ils ne sont pas des Blancs à peau noire. Ils ne sont pas des Chinois à peau noire ou des Orientaux à peau noire. Ils sont des Africains. Ça veut dire qu'ils ont leur façon de voir le monde. Écoutez-les et essayez de rentrer dans ce qu'ils font. C'est pour cette raison que, en fait, personne ne veut écouter les Africains. Quand on écoute les Africains, c'est pour demander qu'est-ce qu'ils gagnent. Ce que Madagascar gagne, c'est que si chaque Africain, nous sommes 1,5 milliard, chacun prend une bouteille de Covid Organics qui coûte environ 250 francs CFA, cela représente 375 milliards de francs CFA par jour. Voilà le vrai enjeu. 375 milliards de francs CFA par jour. C'est ça le fond du problème. C'est là où ça se trouve, c'est pas ailleurs. On s'en fout de la science, de la technique, ça n'intéresse personne. En réalité, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on ne comprend pas comment on va laisser un tel marché. Je vous ai parlé que de l'Afrique, je n'ai pas regardé ailleurs. Or, cette pandémie-là vise le monde entier. Seulement en Afrique, ça représente 375 milliards de francs CFA de revenus potentiels par jour. Oui. Donc, si un seul pays arrive à faire autant et que ce pays comme Madagascar ne dégage que 10% de marge là-dedans, ça fait 37 milliards par jour. Une fortune. 37 milliards par jour. Ça leur fait l'équivalent de 2,5 milliards de dollars tous les mois de bénéfices nets. Donc potentiellement 30 milliards de dollars. Google n'a pas fait un tel chiffre d'affaires. C'est ça les enjeux. C'est ça les vrais enjeux. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de tout faire pour arracher cela à Madagascar. Parce que d'un côté, on est en train de travailler sur des virus pour lesquels vous entendez tous les jours, on a levé 17 milliards de dollars, on a levé ci, on a levé ça. Comment on va se priver de 30 milliards de dollars? Et là, je vous parle seulement des bénéfices nets. Je ne vous ai pas parlé parce que le chiffre d'affaires lui-même, considérez que c'est un bénéfice net maximal de 10%. Donc, vous multipliez ça par 10. C'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 milliards de dollars potentiels. Donc, si vous mettez ce genre de choses sur la table, vous comprenez très bien tout de suite que
Madagascar est en danger. S'il faut qu'on sorte les canons, on va les sortir. Et on va les sortir pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision du monde que nous. Les Africains auraient pu sortir les canons ou ils auraient pu commencer à faire du chantage à Madagascar. Non, ils s'en vont acheter. Nous, on ne pense pas que quand quelqu'un a sa chose, il faut la lui enlever. Nous, on pense que quand quelqu'un a sa chose, on voit comment on peut éventuellement en profiter et s'assurer d'ailleurs qu'elle soit toujours disponible. Parce que si elle est utile aujourd'hui, elle peut l'être demain. Alors, les éléments de bon, j'ai entendu Père Sadio dire enfin que les Africains ont leur connaissance et que les Occidentaux ils ont toujours tendance à les mépriser. Et bien avant lui, j'ai entendu le grand Fendom dire que en réalité les Occidentaux ont tendance à penser que les Africains en réalité ne sont que du menu fretin. Ils n'ont pas. Non, en fait c'est ce qu'ils disent là. Ils le disent peut-être simplement comme ça en passant, mais ça toujours, l'histoire récente de la médecine est celle-là. Que la médecine conventionnelle occidentale doit s'imposer et c'est l'un des éléments de conquête culturelle les plus forts qu'on a utilisés. Aujourd'hui, les normes sont telles que on vous dit il y a une certaine manière avec laquelle il faut soigner les gens, c'est de cette façon-là qu'il faut faire, pas d'une autre. Les gens iront même jusqu'à vous dire, mais regardez même les Chinois, vous ne voyez pas que les Chinois, ils sont plus axés sur la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle que la médecine traditionnelle. Je crois qu'on a beaucoup de faux débats. Personne en Afrique n'a jamais dit que la médecine conventionnelle n'est pas utile. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'est pas urgente. Personne n'a dit ça. Mais ce que les gens disent, c'est que depuis des millénaires, on soigne les gens en Afrique. Depuis des millénaires, on nous soigne. Et l'espérance de vie des Africains n'a pas chuté parce qu'ils se sont revenus à la médecine traditionnelle. Elle a chuté depuis que nous sommes dans une vie intime et étroite quotidienne avec l'Occident à cause de son mode de vie et surtout de la façon de s'alimenter. Les Africains ne conçoivent pas la santé autrement que à travers, entre autres choses, leur alimentation. Vous allez le voir, la plupart de nos femmes, quand elles font la cuisine, vous aurez toujours de l'ail, du gingembre, vous aurez beaucoup de choses, beaucoup de condiments. Du thym et tout ce qui va avec. Qui sont en réalité des sources de molécules qui sont utilisées dans la médecine conventionnelle. Simplement, on les consomme tous les jours, contrairement aux autres. Nous, on les consomme tous les jours. Donc, le fait de les consommer tous les jours crée une homéostasie et crée un équilibre des fonctions qui nous donne une certaine force. D'ailleurs, ce que les Africains ont constaté, allez dans n'importe quel village d'Afrique, chaque fois qu'on voit un enfant qui est faible, on dit que c'est un blanc. Est-ce que je mens? Ah oui, ça, tu étais comme ça. Tous les enfants qui sont faibles sont appelés les blancs chez nous. Parce qu'en réalité, et d'ailleurs, aussi curieux que cela paraisse, les Africains ont pitié des blancs. Vous le savez. C'est notre quotidien. Tout le monde le appelle n'importe qui. Tous les Africains ont pitié des Blancs. Quand on voit un Blanc sous la pluie, on a pitié de lui. Ah, il va tomber malade. Sauf que les mêmes Africains, même ils marchent sous la pluie. En fait, ça leur dit, au contraire, ils apprécient marcher sous la pluie parce que... On se lavait d'ailleurs sous la pluie. Hein, c'était normal de laver sous la pluie. Toutes les mamans ont dit, hey, va te laver. La pluie a commencé. Vas-y. Pourquoi est-ce que nous oublions ce que nous sommes? Nous devons, et c'est là où j'aime bien l'approche chinoise, comme disait Mao Tse-tung à l'époque, la marche sur 2 pieds. Les Africains pensent qu'on peut marcher avec la médecine conventionnelle. Naturellement, s'il faut qu'on nous fasse une opération du cœur, on souhaiterait qu'elle soit faite par la médecine conventionnelle. Oui. Mais maintenant, s'il faut lutter contre le paludisme, que la médecine conventionnelle ne sait pas soigner, ne sait pas éradiquer en tout cas, elle sait peut-être soigner, mais elle ne sait pas l'éradiquer, eh bien, nous pouvons nous confier à nos techniques traditionnelles qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'est de la République du Congo, les enfants vont à l'école toute l'année. Avant, tous les enfants avaient un tiers du temps hors de l'école. Grâce à l'artémisia, eh bien ça marche. Maintenant, est-ce que les Africains ont dit que l'artémisine n'était pas bonne? Non, ils continuent à ils la prennent. Quand on leur prescrit, ils la consomment. Quand ils font des crises de palu. Mais ce qu'on doit aujourd'hui, je crois que ce sur quoi on doit s'arrêter, c'est quels sont les vrais enjeux. Je vous ai dit, le premier grand enjeu il est d'abord économique, financier. Il est financier. Vraiment, même pas seulement, il est financier. D'abord, c'est 375 milliards de francs CFA potentiels par jour. C'est un potentiel
c'est des bénéfices nets potentiels Énorme. de 30 On milliards de pensait dollars que, par an. comme 20 pays africains ont déjà pris l'initiative d'acheter le Covid Organics, Oui. Madagascar est déjà en danger. Écoutez, tout dépend de la vision qu'on a du monde. Madagascar est en danger pour ceux qui pensent que Madagascar doit demander l'autorisation des gens pour se développer. Madagascar n'est pas en danger de mon point de vue. Madagascar est plutôt réconforté dans la justesse de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que dans tous les cas, les fonds qu'ils ont reçus vont permettre d'améliorer l'outil de production, de densifier les activités, d'améliorer, disons, d'accélérer les activités de recherche et de développement, de recherche fondamentale et de recherche appliquée, et donc de pouvoir non seulement améliorer ce produit, Oui. mais également de diversifier l'offre de produits et de services autour du Covid Organics. L'autre chose qu'il faut remarquer, c'est la forte activité logistique autour. Parce que là, quand je vous parlais des enjeux financiers, je vous disais simplement, je parlais seulement du coût du produit. Je ne vous ai pas parlé des enjeux de l'activité logistique. C'est des avions, c'est du cartonnage, parce qu'il faut emballer tout ça. Il y a des emballages, il y a des avions qu'il faut immobiliser, il y a des aéroports qui tournent. Pendant que les autres ont leurs aéroports fermés, les aéroports malgaches tournent parce que les gens doivent... Jusque-là, il n'y a pas encore de mort du côté de Madagascar. Vous êtes sur l'aspect purement sanitaire, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ces gars-là, leurs aéroports tournent. Les avions tournent. Les avions volent. Donc le personnel, parce qu'il ne faut pas oublier, quand un pilote passe un certain temps sans travailler, il est obligé de se recycler avant de prendre les commandes d'un vol. Quand une hôtesse de l'air passe un certain temps sans travailler, il faut la recycler avant qu'elle ne reprenne, le travail. Pendant que les leurs, ça va leur coûter des heures de simulateurs qui sont extrêmement chers, les pilotes de Madagascar sont en train de travailler. Donc, eux, ils n'auront pas besoin de ce recyclage-là. Les aéroports de Madagascar sont en train de fonctionner pendant que les leurs sont fermés. Il n'y a pas que les usines qui produisent le Covid Organics. Il faut produire les bouteilles. Il y a donc ces usines qui fonctionnent. Il faut produire les emballages, les cartons, simplement les bouchons, simplement les petits papiers, le visuel qui est collé sur la bouteille. Il faut en même temps. Donc, vous avez toute une chaîne de valeur qui s'est créée autour du Covid Organics, qui fait que Madagascar est une cible, est quelque chose, renvoie aux autres pays l'image de leur échec. Et Madagascar est certainement galvanisé par le fait que ça tourne. Justement. Patient parfum donc jusqu'à preuve de contraire. On parlait tout à l'heure, il faut le dire, du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. À chaque fois que les médicaments arrivent sur le continent africain, il n'y a pas un organe à proprement parler qui contrôle justement les médicaments qui sont consommés par les Africains. À quoi sert finalement l'Union africaine? Non, je pense que quand nous sommes face à des difficultés que celles que nous avons actuellement, et quand on voit des réactions, par exemple, d'une institution comme celle-là, ça c'est au moment qu'on est obligé de se poser des questions. Parce que ce débat, tu aurais dû le provoquer à cela, tu aurais pu le provoquer à cela peut-être 7 mois. Les gens, comme les Africains sont dans l'immédiateté, on n'aurait pas vu l'importance de ce débat. Oui. Mais aujourd'hui que nous sommes dans le feu de l'action, vous voyez que le débat prend vraiment de l'ampleur. Voilà. Donc, voilà. Nous disons, et on en a parlé ici même par rapport aux vaccins et aux médicaments que nous avons, même dans un pays comme le Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'institut d'homologation de tout ce qui participe à notre santé qui nous arrive de l'extérieur? L'avons-nous? Non. Non, on n'en a pas. Alors, il faut donc créer. On n'a pas un service de contrôle qui contrôle justement tous les médicaments qui entrent sur les territoires africains. Tout à l'heure, il y a détaillé ce que j'avais déjà dit. Mais et là, je suis content avec lui parce que nous sommes beaucoup unijambistes dans la perception du monde même. Parce que nous avons été complètement colonisés, mais aussi sur le plan culturel. Je vous donne un exemple pour vous faire comprendre que l'exemple qu'il donnait avec le produit de la chinoise, et on dit oui, pour avoir l'effet d'un comprimé, il faut consommer, je ne sais pas, 5000 litres ou bien 500 litres, mais on nous oblige à planter du thé.
On consomme très peu de thé. Les meilleurs, ce sont les Chinois, ce sont les Anglais qui consomment le thé tous les jours. Le café, le cacao et Non, tout ce je qui va parle avec. le cas du thé, précisément. Le cas du thé, précisément. Parce que tous les gens, les Chinois, ils sont thé. Les Anglais, bon, le thé est devenu complètement une marque de fabrique anglaise, n'est-ce pas? Si nous avons, nous aussi, n'est-ce pas, un breuvage comme celui-là, l'artémisia par exemple, et que nous donnons à nos enfants tous les matins, et que cela finit par, être une culture que nous adoptons. Où est le problème? Avec l'avantage que cela nous soigne, mais surtout, cela ne laisse pas des déchets chimiques dans nos organismes que nos reins, à la longue, ne peuvent plus évacuer. Vous voyez l'explosion des cas, des gens qui sont obligés d'aller nettoyer les reins dans nos hôpitaux. Vous vous souvenez de Mongo Betty qui est mort parce que le kit qui devait servir n'était plus disponible à Yaoundé, il y avait rupture. On devient à Douala, il arrive à Douala, il n'y a rien. L'appareil d'hémodialyse était là, mais il n'y avait pas de kit pour nettoyer les reins du pauvre. Il en est mort. Mongo Betty. Alors, admettons donc qu'on ait par exemple des petites solutions de grand-mère locale, mais que nous essayons de nous les approprier dans notre culture tous les matins avant qu'un enfant ne sorte. Prends ton petit gobelet d'artémisia, allez pas à l'école. Nous-mêmes, avant de commencer le boulot, prenons nos petits loums, nos petits coquemorts et tout ça avant de démarrer la journée. Où est le problème? Mais le problème que ça pose, Yam, que tu n'as pas vu au-delà de tout ce qu'on a bien vu là, c'est la déforestation. Ces gens, non contents de nous avoir domptés culturellement, ils sont même en train de détruire la réserve, n'est-ce pas, que nous avons à disposition. On l'a vu d'ailleurs samedi dernier, vous étiez avec nous. Mais c'est quelque chose de terrible. Des tonnes et des tonnes de bois, il faut le dire, pas loin d'ici. On est en train de détruire cette forêt qui est la réserve naturelle de tous ces produits qui sont importants pour nous. Maintenant, comme dit Yam, c'est un faux débat. Est-ce que la médecine conventionnelle, appelons-la comme ça, et la pharmacopée traditionnelle sont antinomiques? Je dis non. Est-ce que le fait que les Africains doivent se lancer dans la recherche fondamentale, médicale ou bien biomédicale, est une mauvaise chose? Je dis non. C'est une très bonne chose. Est-ce que soigner les gens aujourd'hui avec les télémédecines, tout ce que nous avons, nos enfants n'ont pas le droit d'arriver à ce niveau de connaissance? Je dis non. Ils le doivent. Ils doivent arriver à ce niveau de connaissance. Ils doivent, parce que ce sont des données scientifiques du monde réel que nous avons. Bien sûr. Tout est relatif. Il faut faire attention. Mais est-ce que parce que nous allons dans cette direction-là, que nous allons abandonner ce qui a fait le bonheur de nos peuples pendant des millénaires et des millénaires? C'est là l'enjeu et la question. Donc, le cas de Madagascar, je l'ai dit tout à l'heure, le président malgache, s'il n'est pas assez bien soutenu par l'ensemble de ses pairs, je commence à avoir des peurs pour lui. Je vous assure. Parce que ce qui est arrivé à Kadhafi, les gens font semblant d'oublier, mais parce que Kadhafi avait mis en place un certain nombre de réformes qui suggéraient au niveau de l'Afrique, qui devaient absolument nous enlever des fouches codines de l'Occident, de FMI, de la Banque mondiale, tout ce que vous savez. Vous savez très bien ce que proposait Kadhafi. Et pour cela, il était devenu un danger pour ceux qui continuent de gouverner le monde. Pour ceux qui continuent de dire au Cameroun, tu n'es pas éligible dans cette tranche de prêt que tu veux faire parce que il y a un petit bail là-bas, tu ne lui donnes pas la possibilité de bouger comme il veut, etc., etc. Or, si nous sortons de cet assujettissement, je peux vous dire que l'Afrique va faire des pas qualitatifs importants. Et dans tous les domaines. De toute façon, j'ai l'habitude de vous le dire, tout est lié. Vous voyez le cas de Covid-19, comment il nous conduit à des problèmes d'ordre culturel, à des problèmes d'ordre politique, à des problèmes d'ordre économique, etc., etc. Tout est lié. Rien ne se fait au hasard. Il y a les gens qui disent souvent que laissez-nous ça, il faut que c'est nous les technocrates qui vous disons ce qu'il y a voulu de faire. Un technocrate qui n'a pas le big picture, n'est-ce pas, de l'ensemble des enjeux, c'est quelqu'un qui avance des yeux bandés, il ne sait pas où va. Il ne sait pas où va. Mais quand on t'enlève ce bandeau-là, tu commences à voir donc les enjeux qu'il y a sur le plan international par rapport à tout ça. Donc oui, renforçons nos centres de recherche. Oui, renforçons nos instituts de recherche. Oui, essayons de mieux codifier l'ensemble des résultats que nous avons au niveau de la pharmacopée traditionnelle. Je crois que c'est ce que Madagascar il y a d'ailleurs plusieurs recherches sur le continent africain. Mais surtout, disons à l'Union africaine de ne pas essayer de brimer
un jeune comme celui-là, qui ait le courage de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que d'autres pays ont plus ou moins des solutions comme celle-là. Mais qui va avoir le courage de se lever, de dire que moi, je prends ça comme axe majeur et je vais le défendre. Parce qu'elle a défendu quelque chose que sa communauté scientifique a produit. Messieurs, je vous comprends parfaitement. Je voudrais préciser quelque chose rapidement. Le problème, la première chose que je voudrais dire, c'est que la différence avec ce que fait André Rajoelina et Kadhafi, c'est que André Rajoelina répond prioritairement, parce que c'est ça qu'on a tendance, prioritairement à un besoin interne. Voilà. Justement. C'est d'abord la santé des Malgaches avant même d'être le problème des Africains. Voilà. Donc, en réalité, sa sécurité, elle incombe d'abord aux Malgaches. Kadhafi, c'était un peu différent parce que c'était tout un continent. Et là, dans cet espace très grand, on peut te lâcher. La deuxième chose rapide, c'est que, attention, ce qui se fait avec là, vous parliez des technocrates, mais justement, c'est pour ça qu'on a besoin d'hommes politiques, pas de technocrates. Parce que le technocrate, c'est un spécialiste de quelque chose, il ne maîtrise que ça. Ils ont besoin de gens qui ont une vision, parce que le problème de la médecine conventionnelle, de la médecine traditionnelle aujourd'hui en Afrique, telle que les Occidentaux la posent, c'est qu'ils comprennent que la médecine traditionnelle va leur faire perdre des parts de marché. Parce que si vous donnez de l'artémisia aux gens, tous les matins, et le soir, peut-être avant de se coucher, ils boivent ça comme on boit du thé tout le temps et du café. Ce qui va se passer, c'est que vous n'achèterez plus les antipaludéens. Sauf que dans la nomenclature des médicaments, après les anti-inflammatoires, les antipaludéens sont entre le deuxième ou la troisième type de produit, troisième type de produit les plus vendus dans le monde. Quand vous dites les antipaludéens sont parmi les deuxième, troisième types de produits les plus vendus dans le monde. À qui est-ce que c'est vendu? Le paludisme est où? Il n'y en a pas aux États-Unis, pas au Canada, pas en Europe, pas en Russie. Il y en a où? C'est en Afrique, c'est dans les pays de la ceinture équatoriale. Et donc, en réalité, le problème de l'artémisia et le problème des médicaments comme le Covid Organics, c'est que vous prenez le contrôle d'un pan de marché qui est important pour les autres. Alors que si... Et c'est là où nos hommes politiques devraient être utiles. Ceux qui doivent diriger les pays ou qui dirigent les pays doivent être utiles. Pourquoi? Parce que vous dites, la santé coûte cher. Nous pouvons trouver des substituts, nous pouvons trouver des moyens, des solutions qui réduisent le coût de la santé à travers, par exemple, des choses comme celle-là, comme des thés, des tisanes que les gens peuvent consommer au quotidien, mais qui ont le même effet que si, malheureusement, qui nous permettent d'éviter les dépenses liées aux médicaments de la médecine conventionnelle. En tout cas, tout à l'heure, on va avoir sur ce plateau un Paul-Henri Azébazié parlera également de l'artémisia. On espère justement prendre souvent l'artémisia en thé, comme vous le souhaitez d'ailleurs, messieurs. Mais je vais me tourner vers Père Sadio qui nous a raconté une histoire tout à l'heure de sa tante qui connaissait des feuilles et qui subitement ont sauvé la vie de cet Espagnol qui ne connaissait pas. Paco, il s'appelait Paco justement, et qui a sauvé justement la vie de cet Espagnol. Moi, j'ai besoin de vous poser la question à vous tous d'ailleurs, messieurs. Je vais commencer par Père Sadio. Jusqu'à preuve le contraire, personne n'a dit à un Africain, cette feuille a des vertus. Mais pourtant, il savait pertinemment que cette feuille guérit. On n'avait pas besoin de contrôler en tout cas la feuille, ni d'avoir les propriétés de cette feuille, les propriétés de cette écorce. Mais pourtant, on sait pertinemment qu'elle guérit. Elle ne soigne pas, encore, elle guérit. Je vais vous dire des histoires. L'Africain, c'est un dogmatique. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. L'Africain est un suiviste. Il ne fait pas d'effort de s'imposer. Souvent, je le dis à la télé, les gens croient que c'est du racisme ou bien de la méchanceté. Il n'y a pas de bon blanc. Mais j'en ai plein dans ma famille. Il n'y a pas de bon blanc. Les fils qui ont épousé des blanches et qui... Même j'ai une soeur ici à Douala qui m'aurait beaucoup de problèmes, qui est née d'un Sénégalais et qui... C'est pas... Et d'un Toubab, c'est comme ça qu'on dit du côté du Sénégal. Je vous assure, les femmes, dans leur milieu, connaissent beaucoup de choses. Il peut avoir une femme qui veut aller accoucher. Le bras et le pied de l'enfant sortent d'abord. C'est pas bon. Ils vont s'arranger jusqu'à tout rentre dedans et qu'ils reviennent à la normale. J'ai vu ça dans mon village. Je vous jure, docteur Yam. Oui. Les femmes vont utiliser laver ou bien te faire boire. L'enfant là qui vient, le bras va retourner. Le pied va rentrer. Le pied et il va retourner, il va sortir par la tête. Absolument. Ça, si on me dit que c'est pas vrai,
Je suis prêt à ce que quelqu'un paye l'avion, on part dans mon bureau. Non, c'est vrai. J'ai vu ça déjà. Moi aussi. Tu l'as vu. Alors, quand nous, d'où venons-nous? C'est les vestes. Tu vois, vous avez parlé du bois qui sort. Mais les gens, quand ils ont une belle voiture, comme les Africains les adorent, ils peuvent rouler jusqu'à Edea. Ils ne regardent pas ce qui se passe autour de lui, dans son pays si cher et si beau, le Cameroun. Je vous dis. Alors, j'avais un Sénégalais qui est venu ici, mon frère. Je n'ai pas besoin de publicité. Mais il me dit, mais tout ce bois vient d'où? Je dis, d'autres viennent du Congo ou qui. Mais comme ici, c'est un port international. Il me dit que tous les jours, tout ça sort ici tous les jours. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire, Modo? Et le Cameroun ne dit rien. Je dis, il faut regarder White and See, comme disent les Anglais. Alors, comment voulez-vous que cette Afrique, c'est mon président, un président qui gouvernait mon pays, qui s'est levé du Sénégal pour aller dire à Kadhafi de quitter. Le moment où lui, il doit quitter, il tue 12. Moi, ça ne me mettra jamais en accord avec mes frères sénégalais. En accord. Vous savez, vous me connaissez. Non, on connaît bien, père. Vous me remarquez. Et vous me remarquez. Moi, je ne fais pas n'importe quoi. C'est sûr. Et pourquoi je n'ai pas d'argent? Pour venir ce matin ici, je me suis débattu. Oui. Voilà. Mais j'ai dit, je vais venir parce que vous m'avez invité. Et c'est l'horreur. Quand tu m'as dit, Yamp est là. Patient Parfait d'homme également. Ça, c'est mon ami, il t'a parlé de moi. Alors, il faut que l'Afrique change. Bon Dieu, arrêtez les beaux costumes, tout ça. C'est pas ça. Ce malgache-là, vous avez été tellement brillant ce matin, pardonnez-moi. Vous dites que sa vie est en danger. C'est vrai. Et c'est lui-même qui boit. Hein. Il boit pour montrer aux gens. C'est un DJ. Hein. C'était un ancien DJ. Quand il anime la boîte de nuit Joink. Antananarivo vibrait d'ailleurs hein, quand oui, il... Alors les gens ont voulu faire devant sa vie de DJ au lieu de regarder l'homme. Tu as parlé de Mao Zedong. Il a marqué les Chinois. Il les a rendus laborieux et courageux. Mao disait, c'est Anta Diop qui me parlait de Mao. Voilà un bon connaisseur. Mais les Blancs lui ont fait. Mao disait, au rendez-vous du donner et du recevoir, les paresseux n'ont pas la place. Et nous, les Africains, on est paresseux. Va voir des Africains, ils vont jouer le damier. Ils vont pousser les pions ou bien les cartes. Depuis le matin qu'ils se sont levés, Wallah, ils vont peut-être de temps en temps, on va se lever, l'autre prend la place. Ça nous amène où? Hein? Yam, ça nous amène où? Quand quelqu'un crée quelque chose de bien, on est jaloux. Maintenant, il va penser, peut-être on va m'éliminer ou qui. C'est pas ça. On doit dépasser cela. Tu as dit le chiffre que va engendrer les malgaches. C'est ce chiffre qui laisse les blancs s'endormir. Parce que j'ai dit, j'ai bu, je ne vous mens pas, j'ai coupé le carême avec ce remède malgache que quelqu'un m'a servi dans un verre. Artemisia. Artemisia. Ici au Cameroun. Hein. Il y en a d'ailleurs au Cameroun, hein, on va le voir frère tout à l'heure. Un frère nordiste m'a servi ça dans sa maison. Excusez-moi de la publicité. C'est pas la publicité, allez-y. Hein. Il m'a donné. J'ai bu. Mais croyez-moi, et attention, je te l'avais dit au téléphone. Je vois quelque chose à Eneo. Ça ne me plaît pas. Tu pars payer le courant. Eneo a introduit maintenant, comment s'appelle la société? Orange Money. Parfait, tu sais que je défendais Orange Money. On me dit les banques sont là. Je dis quand les banques ferment avec l'argent des gens et on ne dit rien, hein, si Orange Money peut faire servir les gens, c'est bon. Mais Orange Money est venu maintenant dans Eneo. Tu viens avec une facture qui est moins de 25 000. Je le dis exprès. Hein, 25 000, tu vas aller à Orange Money ou bien qui. Et Orange Money te demande 300. Si 500 Camerounais donnent 300, ça fait combien? Beaucoup. Il a fait beaucoup d'argent, Sadio. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Donc nous, on est des ballons de football qu'on doit manipuler tout le temps.
tu joues, tu passes à l'autre, l'autre passe à l'autre. Jusqu'à quand? Alors que tu étais parti payer la facture que tu as consommée. Et le courant ne viendra jamais. Parce qu'on coupe tous les jours. Parmi vous, mes amis, qui n'a pas été victime de coupure de courant? C'est tous les jours, hein, Père Sadio. C'est tous les jours. Messieurs, on parle toujours du Covid organique. Il faut justement préciser que l'Union africaine veut s'assurer d'ailleurs que Madagascar lui donne d'ailleurs les garanties de son efficacité. On va également préciser par ailleurs qu'il y a plusieurs chefs d'État africains qui ont déjà trouvé l'occasion d'appeler Madagascar pour lui demander justement des commandes du Covid organique. C'est le cas de Félix Tshisekedi, dont il faut le dire d'ailleurs, le chercheur, le professeur d'ailleurs, le docteur Mouyangui. Originaire de son pays. Originaire d'ailleurs de son pays. Mais il n'a pas été reconnu chez lui, comme disait Jésus, nul n'est prophète chez lui. Abdel Fattah Sisi de l'Égypte, qui vient justement de l'Afrique du Nord, Paul Kagame, et sans oublier Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Ali Bongo Ndimba du Gabon, Théodoro Biangema Bazoro, qui a déjà reçu d'ailleurs sa commande, Denis Sassou Nguesso, qui a également reçu sa commande, Macky Sall également qui en veut, même si quelque part il est encore en train de se tourner les pouces, et les autres. Voilà au moins des personnes qui doivent, il faut le dire, soutenir Andry Rajoelina. Qui sont en train de le soutenir. Il y a pas, c'est pas observer, c'est pas ce que les gens disent qui est le plus important, c'est ce qu'ils font. Parce que vos actes signifient que vous êtes allé au-delà de la parole. Justement. Ça, c'est le soutien dont il a besoin. C'est le soutien dont il a besoin. Et c'est ce soutien qui a levé le lièvre qu'est l'Union africaine. Parce que s'il n'y avait pas eu ce soutien, l'Union africaine n'aurait pas réagi. Mais quand on a vu tout ce soutien, les 20 pays sur 54, si les 34 autres pays prennent l'initiative de faire la commande, ça va être compliqué. Et je vais vous dire une chose. Là, il y a 20 pays. Là, on a déjà derrière nous, là, vous voyez les cartons qui descendent de Madagascar. Officiellement, il y en a 20. Oui. Mais on sait qu'il y a certains pays qui ont passé des commandes et qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Beaucoup de pays l'ont fait. Et donc, je ne serais pas surpris que le Cameroun a fait partie, patient pas fait d'homme. Pour l'instant, si les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas savoir. C'est vous, juste la question. Parce qu'on nous a fait croire que le ministre camerounais de la Santé a fait une commande. Ça, c'est la thèse bizarre. Il a été dit qu'ils ont effectivement envoyé quelqu'un où voilà, vous le voyez sur vos petits écrans. Donc, il va y avoir, ça c'est le soutien dont il a besoin et c'est un soutien actif, c'est un soutien réel. Là, c'est la Guinée-Bissau également, il faut préciser, qui a reçu, qui a également reçu sa commande. C'est le troisième grand soutien. Voilà, troisième grand soutien, qui a également reçu sa commande, on ne va pas l'oublier. Donc, il va y avoir quelque chose. Quelque chose va se passer en Afrique, qu'on le veuille ou pas. Et la demande de l'Union africaine est tellement incongrue, parce que j'étais content tout à l'heure quand Ndom parlait des laboratoires de contrôle. Dans un pays comme le Cameroun, il y a un laboratoire pour ça, l'ANACOM, le laboratoire national de contrôle du médicament. Tous les médicaments vendus dans ce pays passent d'abord par le LANACOM. D'ailleurs, c'est l'ANACOM qui vous donne l'autorisation de mise sur le marché, enfin, qui traite votre dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc, et je crois que la plupart, sinon tous les pays africains, ont de tels laboratoires. Le problème peut se poser parfois en termes d'infrastructures. Est-ce qu'ils ont les équipements suffisants pour tout contrôler? Mais je sais que tous les produits vendus dans un pays comme le Cameroun doivent justifier du satisfecit du LANACOM. Donc, il y a un tel laboratoire. Oui, mais avec quelles normes? Parce que si justement, je parle des normes des autres. Qu'est-ce qui prouve justement que ce médicament est bon, il n'est pas bon? Parce qu'il y a quand même des médicaments qui ont tué des gens. Oui. Alors, allons sur deux choses. Oui. La première chose, c'est qu'un médicament, par définition, c'est un poison. Enfin, un médicament chimique, industriel. Voilà. C'est un poison. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la posologie. Et c'est pour cette raison qu'il y a différents types de lipides. On appelle ça les listes. Vous avez la liste verte qui peut être achetée par tout le monde, consommée. Il y a très peu de risques en termes d'interaction médicamenteuse, c'est-à-dire l'association avec d'autres médicaments, en termes d'allergie ou en termes d'effets secondaires. Vous avez la liste rouge. La liste rouge, vous ne pouvez l'avoir que sur prescription médicale. Si vous n'avez pas d'ordonnance, on ne vous vend pas ce médicament-là. Donc, le LANACOM est censé s'assurer que tous ces médicaments respectent un certain nombre de normes, respectent les normes internationales, si vous avez les standards internationaux qui sont arrêtés par l'OMS. Parce que ces médicaments-là doivent tous obéir aux normes édictées par l'OMS.
Ça, c'est la première chose. Donc, en réalité, en termes de normes, nous n'avons pas de normes personnelles. Il n'y a pas des normes d'un pays pour les médicaments, pour ces médicaments. Je vais vous arrêter un instant, je vais vous poser une question simple. Il y a souvent des médicaments qui ont été souvent retirés du grand public, mais est-ce que ces médicaments sont également retirés sur le territoire africain? Oui. Alors, pourquoi on retire... La question, déjà, c'est pourquoi on retire un médicament. Parfois, un médicament est dangereux pour la santé. Effectivement, il peut arriver... On n'arrête pas de faire des recherches parce que le médicament a obtenu l'autorisation de mise sur le marché. D'ailleurs, malheureusement, il faut savoir que environ 10 à 20% des médicaments sont mis sur le marché sur la base de pression et donc pas nécessairement ayant suivi tout le process normal. Donc maintenant, on est d'accord. Non, disons, non nécessairement. Voilà. Il faut pas, c'est pas des informations qu'il faut cacher. Voilà. Il faut que les gens sachent que certains médicaments sont mis sur le marché par la pression de la bourse, la pression des lobbies, etc. Et que les études ne sont pas nécessairement achevées. Et même quand un médicament est mis sur le marché, reçoit son autorisation, les recherches ne cessent pas. Parce qu'il y a un suivi. Les médecins d'ailleurs ont l'obligation de remonter les informations sur l'utilisation des médicaments. Aujourd'hui, on a par exemple de nouveaux dispositifs dans les médicaments qui permettent de savoir lorsque le médicament est déjà consommé pour la première fois. Ça permet de savoir quand vous l'avez pris, quels sont les effets sur votre corps et à quel moment vous avez arrêté de le prendre. On essaie d'optimiser la sécurité, même si au fond, elle ne sera jamais absolue. Donc, le médicament est retiré sur le marché lorsqu'on constate beaucoup plus d'inconvénients que de bénéfices. Et donc, il va y avoir des effets secondaires et des complications induites qui vont nécessiter qu'on retire le médicament du marché. Quand c'est retiré, en principe, je dis en principe, c'est censé être retiré partout. Le problème qui se passe au niveau international, c'est que lorsque les médicaments sont retirés en Europe, par exemple, ils ne le sont pas nécessairement immédiatement en Afrique, parce que la plupart du temps, ils peuvent être retirés là-bas, et du fait de la corruption de beaucoup de pays en Afrique, ces médicaments, même parfois pendant 10 ans, continuent à être fabriqués et livrés ici. Merci beaucoup, docteur Yam, pour tous ces éclaircissements. Patient Parfait a sûrement quelque chose à dire, parce que... Non, j'ai insisté sur cet organisme-là, parce que pour moi, écoutez, la question de la santé publique, elle est très sensible. Tout à fait. Alors, si vous avez un pays que vous dirigez, il faut mettre quand même un point d'honneur sur la question de la santé publique. Et le médicament est l'un des éléments majeurs, n'est-ce pas, qui contribuent à... Alors, moi, je me pose la question, savoir. On nous dit, par exemple, tu as cité plusieurs listes, mais quand on nous parle, par exemple, de paracétamol aujourd'hui, je prends un cas banal, on dit, attention, l'usage abusif de cette affaire-là peut être dangereux pour vos reins. Pour la santé. C'est une précaution, oui. Mais tout le monde sait qu'on vend de paracétamol aussi. Le couscous, hein. Vraiment, n'importe Parfois, il y a également des paracétamol avec le couscous. L'usage abusif du sel, et du sucre, c'est mauvais, c'est vendu partout. Le docteur Raoult a remis à la face du monde quelque chose de très grave. On a retiré en Afrique, oui, n'est-ce pas, ce médicament qui est en fait en jonction avec un autre antibiotique qui permet, dit-il, de soulager ou bien de soigner le Covid-19. Mais vous savez que ce médicament a été retiré en Afrique, ça fait près de 20 ans. Les gens disent non, il ne faut plus l'utiliser. La chloroquine. La chloroquine, les effets secondaires. Plus certains poisons, etc. Mais vous voyez donc un médicament qui a été retiré du marché, mais qui fait le bonheur aujourd'hui. La quinine existe encore, messieurs? Mais c'est cette chloroquine-là. Et l'Aspro? Oui, attends. Ce ne sont que des noms commerciaux, mais la molécule existe. Au moment où la France disait Messieurs, on sort de cette émission, il faut le dire en quelques secondes. La France nous disait que c'est très, très dangereux. Oui. L'armée française en a passé une commande à la Chine. Pourquoi on parle de la France? Non, parce que c'est très important pour voir l'interaction entre... l'approche que nous avons souvent. C'est-à-dire que, est-ce que quand la France décide de quelque chose que c'est mauvais, nous aussi on doit dire forcément que c'est mauvais pour nous? C'est là la question. Ça signifie donc qu'il n'y a pas d'organe de contrôle. D'où le caractère réellement autonome de cet institut, qui doit d'abord prendre en compte la réalité locale. En quoi un truc comme l'artémisia qui a été blacklisté, n'oubliez pas qu'il y a des champs d'artémisia qui ont été détruits au Cameroun.
Oui, qui ont qui ont été été détruits au Cameroun. Et Tout simplement parce que l'OMS et d'autres grandes Il faut le dire quand même pas la avaient France, dit hein, que c'était pas non, la France, que parce que c'était un c'est- truc très, très dangereux, vous voyez. C'est ça, les Donc à pressions partir de des ce lobbies. moment-là, je parle donc c'est-à-dire que de la souveraineté, si vous voulez, excusez-moi le terme, de ces instituts d'homologation qui doivent dire que, ok, vous avez dit que pour vous, c'est pas bon, maintenant on continue de penser sur la base de nos critères propres que ce produit peut être toujours valable pour les nôtres. C'est ça qu'il s'agit. Messieurs, nous sortons en tout cas de cette édition de ce débat en tout cas. Docteur Yam, je vous dis merci d'avoir été dans notre ce matin. Je vous remercie de m'avoir reçu. Voilà. Patient Pafeno, merci également d'avoir été là ce matin. Merci. Père Noissadio, je vous dis également merci d'avoir été là. Vous avez fait des efforts d'ailleurs pour être là ce matin. Et je suis sans oublier également que vous êtes voilà, justement, vous êtes en plein jeûne 2 mois de Ramadan. On sait pertinemment que ce n'est pas facile. On espère tout simplement que Allah va vous aider.